Voilà, Philippe Herzog, on a le sentiment qu'on a construit un bel hôpital, mais à condition de ne pas être malade. Il y a encore des finitions à faire, mais il faut quand même prendre la mesure de l'événement. C'est le principal événement depuis la création de l'euro pour la construction de l'eurozone. C'est une dimension fédérale qui est en train de se bâtir là. Oui, on a transmis un peu plus de souveraineté. Eh oui, mais... Mais pour quel résultat, apparemment? Oui, mais encore une fois, il faut voir le chemin accompli. D'abord, je veux rappeler que depuis 4 ans, il y a eu un énorme chantier de régulation bancaire. Puisqu'on craint une future crise, mettons. Le foyer de la précédente, c'était les banques. Notamment, c'était venu des États-Unis, mais le système bancaire. Là-dessus, on a fait 3 ans d'efforts de régulation financière. On a serré les boulons en imposant aux banques l'obligation d'augmenter leurs fonds propres, en particulier. Et ceci représente 500 milliards d'efforts pour serrer les boulons au niveau bancaire, notamment en augmentant leur capital. Vous voulez nous dire qu'on a moins de chances de tomber malade aujourd'hui? Ils ont plus de réserves. Là-dessus, évidemment, ça ne suffit pas, parce que dans l'eurozone, quand il y a une banque qui pète, il y a la contagion. On ne veut plus de ça, et on ne veut plus que les contribuables payent. D'où cet accord. D'où l'union bancaire, avec les piliers qui ont été parfaitement dits tout à l'heure. Mais la supervision bancaire, c'est déjà énorme. Je dois dire d'ailleurs qu'il y avait... Le fait que ce soit la Banque Centrale Européenne qui s'en occupe. La Banque Centrale s'en occupe. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'une structure indépendante, entre parenthèses. Donc, sinon, je peux vous dire qu'il y a des États membres qui n'ont même pas de système de contrôle de leur banque. Donc ça, c'est un pas très important, et ça marche en 2014. Ensuite, en 2015, il y a le début de l'union bancaire dont on vient de parler, et il y a un principe nouveau qui a été dit là, mais qui est très important. C'est, en cas de problème, qui paye? Et on dit les actionnaires d'abord, les créanciers obligataires, les gros déposants au-dessus de 100 000 euros, pardon, et tous ceux-là devront payer. Ça s'appelle le bail-in, c'est-à-dire, au lieu de bail-out, c'est-à-dire on renvoie la facture aux contribuables, c'est du bail-in, on la renvoie aux créanciers. Sauf que l'État est actionnaire, notamment en France, par exemple, de grandes banques, donc c'est l'État qui va payer en partie, qui va perdre ses créances. Oui. Et puis au-dessus de 100 000 euros, ça veut dire qu'on pourrait tout perdre, potentiellement, en cas de crise dans une banque. Ont des créanciers, notamment obligataires, très importants, y compris chez nous. Donc, pour prendre la mesure de ce simple fait, si ce mécanisme dit de bail-in, qui donc va s'appliquer à partir de 2015, avait été mis en place, existait avant la crise bancaire qu'on a connue, il y aurait 80% de la facture qui aurait été renvoyée aux créanciers des banques et donc au système financier, au lieu que ce soit les contribuables. Ça réduit le risque de contribuable déjà des 3/4. Maintenant, il y a les finitions. Je ne veux pas écarter. C'est plus qu'une finition, pardon. On parle de 2026 pour que ce fonds j'allais dire, d'entraide entre les banques puisse être rempli et opérationnel. Et là, je veux pas cacher. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de crise avant 2026, cette histoire, c'est ça? Non. D'abord, il est alimenté chaque année de 10%. Donc, on constitue la cagnotte sur 10 ans. Et d'abord, effectivement, l'usage de cette cagnotte, on pourra le faire que sur la tranche nationale. Donc la mutualisation... Soyons clairs, jusqu'en 2026, chaque banque règle son problème au sein de l'État. Avec un mécanisme d'assurance dans l'espace domestique. Et à partir de 2026, c'est mutualisé. C'est complètement mutualisé. Donc c'est un retard de mutualisation. Donc, oui, mais pour l'instant, ça veut dire qu'on n'en fait que repousser le problème en espérant qu'il ne se passera rien de grave d'ici à 2026. C'est bien ça, on a bien compris ou pas? Mais avant d'insister là-dessus, je veux dire aussi que le nouveau mécanisme qui renvoie aux créanciers la facture allège quand même, en cas de crise, les 3/4 de la facture. Il reste un quart, je suis bien d'accord avec vous, et la cagnotte ne montera que doucement. Le problème, à partir de là, c'est, en cas de pépin dur, il va falloir se retourner au-delà de cette cagnotte qui restera nationale, et qui grandira, mais qui restera nationale 10 ans, d'accord? Mais après, on va devoir se retourner, et c'est là surtout le point faible, sur un mécanisme communautaire de secours. Et les Allemands n'ont pas voulu accepter que ce soit, pour l'instant, le mécanisme européen de stabilité. Ils ne le veulent pas aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi ils le voudraient demain en cas de crise. Sauf s'ils n'ont pas le choix. Quand vous fabriquez votre hôpital, alors je vais reprendre, bien entendu, et ça renvoie à un problème plus général de la mutualisation. On sait que la France veut plus de mutualisation parce que c'est notre intérêt. Parce que nous, on est plutôt du côté des débiteurs et eux, c'est les créanciers. Ils freinent des cas de fer. Si vous prenez l'accord Merkel-SPD, il écrit noir sur blanc qu'il n'y aura pas de mutualisation. Mais en fait, vous construisez l'hôpital, on le construit. Et là, on est en train de dire, en cas de pépin, problème, mécanisme de décision, capacité de réaction. En gros, vous avez construit l'hôpital et le jour où il doit y avoir des malades, on sera bien obligé de les accueillir. Avant les 10 ans, vous aurez la mutualisation. En cas où ça ne suffira pas, les mécanismes assurantiels nationaux, on va se retourner vers le mécanisme européen de stabilité et qui va devoir emprunter
pour traiter le sujet. Mais ça va se faire. Mais c'est le point faible. Je ne nie pas que c'est inachevé. C'était sans langue de bois et on vous remercie. Je crois que c'est beaucoup plus clair pour nous ce soir et pour nos téléspectateurs. Une dernière question qui se pose peut-être quand même pour ceux qui auraient des économies au-delà de 100 000 € sur les comptes en banque. On a bien compris qu'après, s'ils avaient choisi la mauvaise banque, ils perdaient tout. Voilà, alors Philippe Herzog l'a évoqué, il y a un ordre dans les créanciers. Il y a d'abord les créanciers obligataires, ensuite il y aura les très gros déposants, type les très grandes entreprises, puis les PME et puis les particuliers en dernier ressort. Il n'empêche qu'on a tous en mémoire ce qui s'est passé à Chypre, il n'y a pas très longtemps, où les déposants au-dessus de 100 000 € ont perdu 1, 5, 10, 15, 20% de leurs dépôts. Et ça nous pend au nez malgré tout. Et finalement, on est client d'une banque, eh ben, on choisit aussi sa banque et on prend le risque. Et une toute petite précision finale pour le mécanisme de décision. Moi, ma crainte, c'était qu'il soit obligé. Il y aurait 100 personnes avant, mais on verra venir l'événement quand même. Mais pour le mécanisme de décision, il y a problème. On voulait que ce soit la Commission et pas la BCE. Bon, et le Parlement européen va d'ailleurs se battre là-dessus. Mais il ne gagnera pas. Ça va être en codécision quand même. Il faut que le Parlement européen accepte ce qui a été décidé. C'est une usine à gaz quand même. Non, mais non, c'est pas une usine à gaz. Il manque un maillon. Attention, il manque un maillon. Pour conclure. Mais ce que je veux dire, c'est que la décision de dépannage, de résolution d'une banque ou de mise en liquidation va appartenir au Conseil des ministres. Alors, ma crainte, c'était que ce soit l'unanimité. Heureusement, ce sera la majorité. Ça réduit quand même les possibilités de blocage. Mais c'est ça qu'il faudra faire sauter ultérieurement. Mais ça supposera un traité, il faut le reconnaître. Un nouveau traité. Ben oui. Merci Philippe Herzog. Voilà cette Europe qui se dessine ce soir encore à Bruxelles et que nous avons tenté, j'espère, de vous expliquer avec plus ou moins de succès. Plutôt plus, je le souhaite. En tout cas, pour ma part, ça paraît assez clair ce soir. Merci à vous Philippe Herzog. Merci Jérôme Libeski.